Alors, la commission reprend ses travaux, mais avant de commencer, est-ce qu'il y a consentement afin de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue? Consentement? Parfait. Nous attendons les copies papier. Ils sont partis se faire imprimer, et puis on va les recevoir dans quelques instants. Et voilà, ils s'en viennent. Je souhaite... Je souhaite la bienvenue à l'organisme Point de bascule. Je vous demanderai de vous présenter. Vous avez 10 minutes pour votre présentation. Merci beaucoup. Bon après-midi, Madame la ministre. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les députés. Je m'appelle Marc Lebuy, je suis directeur de Point de bascule. Point de bascule gère un site Internet indépendant et non partisan décrivant les méthodes, les moyens qu'utilisent les organisations et les leaders islamistes pour appliquer leur programme au Canada. Une dizaine de personnes sont impliquées, d'une façon ou d'une autre, dans ce que nous faisons. Nous sommes tous impliqués dans Point de bascule de façon bénévole. Point de bascule a débuté ses activités à l'automne 2006 et le site Internet a été inauguré au printemps 2007. En plus de maintenir un site Internet, dans le passé, nous avons organisé des activités publiques avec des musulmans inquiets de la menace islamiste au Canada. Selon nous, le Canada ne fait pas seulement face à une menace terroriste violente, donc, mais également à des efforts insidieux, non violents, qui visent à désorienter les agences gouvernementales, les services de police, les médias, etc., sur les ambitions de conquête de l'islam radical au Canada et en Occident en général. Il existe plusieurs formulations de ce plan de conquête. Au début des années 2000, Jamal Badawi, un des principaux leaders de l'infrastructure des Frères musulmans au Canada, a déclaré qu'à l'étape actuelle, les musulmans devraient accepter de devenir juges et fonctionnaires au Canada, malgré que le pays ne soit pas régi par la charia, la loi islamique. Il a déclaré que ces juges et ces fonctionnaires devraient tirer avantage de leur position d'influence pour cesser d'appliquer les dispositions légales actuelles qui sont incompatibles avec la charia. En 2004, dans une interview au magazine Egypt Today, Tariq Ramadan est allé dans le même sens quand il a incité les islamistes opérant au Canada à utiliser le cadre légal canadien qu'il a décrit comme, guillemets, un des plus ouverts dans le monde, fin des guillemets, pour introduire discrètement les principes de charia un à un. À l'époque, M. Ramadan a fait fortement enjoindre ses partisans de ne pas mentionner ouvertement qu'ils sont favorables à la charia. Guillemets, le terme charia est mal vu dans l'esprit des Occidentaux, avait déclaré M. Ramadan. Guillemets, ce n'est pas nécessaire de mettre l'accent là-dessus pour le moment. Ce n'est pas comme ça qu'on va être perçu, avait-il ajouté. Cette affirmation que des lobbies islamistes appuyés de l'étranger cherchent à faire appliquer la charia au Canada n'est rien de neuf. C'était dans la présentation de la résolution contre les tribunaux islamiques adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 mai 2005. Aujourd'hui, en 2015, ce qui est à l'ordre du jour de ceux qui veulent faire appliquer la charia au Canada, c'est de faire interdire toute référence à des concepts islamiques pour décrire la menace à laquelle le Canada fait face. Ce qui nous a incités à demander d'être entendus pour parler au projet de loi 59, c'est précisément parce que, s'il devait être adopté, ce projet de loi rendrait extrêmement risqué de parler des ambitions des islamistes d'implanter la charia au Canada. En 2005, si les dispositions du projet de loi 59 avaient été en vigueur, les personnes qui critiquaient publiquement l'introduction des tribunaux islamiques en Ontario se seraient exposées à des poursuites pour discours haineux. Le 2 décembre 2014, à Radio-Canada, le président de la Commission des droits de la personne, Jacques Frémont, a expliqué les recommandations de la CTBDJ qui ont mené à l'actuel projet de loi 59. Il a clairement indiqué qu'il comptait utiliser les nouveaux pouvoirs qu'il demandait pour poursuivre ceux qui critiquaient certaines idées, notamment pour poursuivre, et je cite, des gens qui écriraient contre la religion islamique sur un site Internet ou sur une page Facebook. Fin de la citation. On ne le dira jamais assez. Le rôle de l'État est de protéger la liberté d'expression des individus, c'est-à-dire la liberté des individus de critiquer des idées et non pas de protéger des idées contre la critique des individus.
Un second point très troublant par le projet de la CDPDJ, aujourd'hui incorporé dans le projet de loi 59, c'est que son président, M. Frémont, le justifie en évoquant des résolutions d'instances des Nations unies qui vont dans ce sens. Or, ce que M. Frémont n'a pas indiqué à Radio-Canada le 2 décembre lorsqu'il a fait allusion à ces résolutions de l'ONU, c'est qu'elles émanent de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui établit une équivalence entre le blasphème, la critique de l'islam, la diffamation des religions et le discours haineux. C'est en invoquant ce genre de disposition que l'Arabie saoudite, un des principaux leaders de l'OCI, a condamné Raif Badawi à la peine de 1000 coups de fouet, qui lui a valu la sympathie et l'appui des Québécois. Raif Badawi, rappelons-le, avait critiqué certaines facettes de l'islam sur son blog en Arabie saoudite. L'OCI est un regroupement de 56 pays musulmans auxquels s'ajoute l'autorité palestinienne. Il constitue le plus important bloc de pays participant au vote à l'ONU. En 1990, insatisfaite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Arabie saoudite n'a pas approuvée en 1948, l'OCI a adopté sa propre déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, qui affirme la primauté de la charia et qui est incompatible avec la liberté d'expression. Les pays de l'OCI proposent régulièrement aux Nations unies et dans d'autres forums internationaux de criminaliser la critique de l'islam. En 1999, le Pakistan a présenté à l'ONU la première résolution en ce sens. La première version de cette résolution demandait spécifiquement de condamner la diffamation de l'islam. Les versions subséquentes ont référé à la diffamation des religions de façon plus générale. Aux Nations unies, autant sous les gouvernements libéraux que conservateurs, le Canada a toujours voté contre les propositions de censure que l'OCI cherche à faire adopter depuis 1999 et qui sont derrière les résolutions de l'ONU qui invoquent M. Frémont en appui aux recommandations qui ont été intégrées au projet de loi 59. Une troisième raison qui motive notre opposition au projet de loi 59, c'est que la Commission des droits de la personne, qui serait chargée d'appliquer les dispositions contre le discours haineux, s'est donné un double mandat dont les deux volets sont incompatibles dans une société de droit, selon nous. Dans un discours qu'il a prononcé à l'Université de Montréal le 25 mars 2015, le président de la CDPDJ, M. Frémont, a décrit le rôle activiste de la CDPDJ de la façon suivante. Il a déclaré que le mandat de la CDPDJ est de, guillemets, faire changer les mentalités, d'induire le changement social et de faire le droit. Fin des guillemets. Quand M. Frémont a expliqué ce qu'il entendait faire par faire le droit, il a indiqué que la CDPDJ devait initier des poursuites sans avoir la certitude absolue de les gagner devant les tribunaux, que la CDPDJ devait, guillemets, prendre des risques, fin des guillemets, pour voir jusqu'où les juges sont prêts à aller dans le sens des changements que la CDPDJ veut amener dans la société. Dans une société de droit, le mandat des organismes de l'État n'est pas d'essayer de faire indirectement ce qu'ils n'ont pas le mandat de faire directement. Comme l'ont affirmé Salman Rushdie dans une interview récente à l'Express et également des groupes de musulmans anti-charia au Canada dans une pleine page qu'ils ont fait paraître dans le National Post le 30 juillet 2015, il faut, guillemets, en finir avec ce tabou de la prétendue islamophobie, fin des guillemets. Rushdie a déclaré, guillemets, pourquoi ne pourrait-on pas débattre de l'islam? Il est possible de respecter des individus, de les préserver de l'intolérance tout en affichant son scepticisme envers leurs idées, voire en les critiquant farouchement, fin des guillemets. Une dernière critique que j'aimerais énoncer à l'égard des poursuites pour discours haineux, c'est que contrairement aux poursuites en diffamation, elles sont beaucoup plus floues, beaucoup plus arbitraires et que les moyens de défense sont quasiment inexistants. La notion de discours haineux n'est pas définie dans le projet de loi 59 et, même si elle l'était, ce serait problématique car cette notion de discours haineux est basée uniquement sur ce qu'éprouvent les personnes qui sont visées par les propos litigieux ou ce qu'elles pourraient éprouver si on prend en considération l'article 6 du projet de loi 59 qui permettrait à la CDPDJ d'initier des poursuites sans même avoir reçu de plainte du public. Contrairement à ce qui se produit lors de poursuites en diffamation, l'intérêt public de soulever des propos qui peuvent être perçus comme offensants n'est pas pris en considération lors de poursuites pour discours haineux. Dans un article récent publié sur Point de bascule, nous avons souligné que le leader d'une organisation invitée aux consultations sur le projet de loi 59 avait justifié en 2003, dans la presse, que Salman Rushdie soit tué pour avoir offensé le prophète. Si on se faisait poursuivre pour diffamation,
On pourrait soulever l'intérêt public de mentionner ce fait puisque son organisation représente 70 institutions islamiques dans la région de Montréal. Dans une poursuite pour discours haineux, ce moyen de défense est sans valeur puisqu'on se concentre uniquement sur l'impression ressentie par la personne visée par les propos litigieux. En terminant, j'aimerais rappeler combien ce serait un recul si le Québec, qui a probablement été la première juridiction en Amérique du Nord à adopter une résolution anti-charia en 2005 et qui a donné son appui à Raif Badawi contre la censure et la persécution dont il est l'objet en Arabie saoudite, devait céder aux pressions et restreindre la liberté d'expression des Québécois, notamment quand ils désirent décrire et combattre la menace islamiste. Pour toutes ces raisons, je vous enjoins de ne pas adopter le projet de loi 59. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Merci. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Madame la ministre, à vous la parole pour une période de 25 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Lebuis, merci de votre présentation. Tout simplement, faire une petite précision sur l'un des points que vous avez mentionné quant aux invitations du gouvernement pour les groupes. Je pense que vous faites partie, comme d'autres groupes, font partie de groupes qui ont manifesté un intérêt à venir en commission parlementaire. Et la beauté du travail qui se fait ici en commission parlementaire, c'est de pouvoir permettre à différents intervenants d'exprimer leur point de vue en faveur ou en défaveur d'un projet de loi, en faveur ou en défaveur d'une disposition. C'est un exemple, justement, de l'importance qui est accordée à la liberté d'expression des citoyens du Québec. Alors, je veux simplement, point de bascule, je crois n'avait pas été invité initialement. Vous avez soumis et vous avez soulevé votre intérêt et nous avons, et en fait, la commission, pas le gouvernement, mais la commission des institutions vous a convié aujourd'hui à venir devant nous, comme ça a été le cas d'autres groupes qu'on a entendus. Le groupe qui vous a précédé, c'était la même chose. C'est un groupe qui a manifesté son intérêt à être entendu puisqu'ils avaient certains trucs dont ils voulaient s'entretenir avec nous. Alors, c'est important de mentionner parce que le travail qui se fait en commission parlementaire, c'est justement un travail d'écoute. C'est un travail qui est tout à fait à l'encontre de ce que vous croyez être l'objectif, qui est de censure, parce que c'est pas du tout l'objectif du projet de loi. L'objectif du projet de loi, c'est de venir restreindre, de sanctionner le discours haineux. Et le discours haineux, ce n'est pas l'exercice de l'opinion dissidente. C'est pas du tout l'objectif. Vous avez mentionné, la liberté d'expression, c'est un droit qui est cher, qui nous est cher. Et le discours haineux, il est assez bien encadré par l'affaire Watcott. Et c'est d'ailleurs l'affaire Watcott, la décision de la Cour suprême qui nous a guidés dans la préparation des paramètres du projet de loi. Donc, l'affaire Watcott allait quand même très loin. On en a discuté un petit peu, je ne sais pas si vous étiez arrivé tout à l'heure, mais il était question de discours haineux, mais aussi de discours qui ridiculisaient des groupes. Et la Cour suprême a dit, un discours qui est blessant, même qui n'est pas agréable à écouter, n'est pas nécessairement un discours haineux. Et c'est important de faire la distinction. Donc, dans la sphère publique, dans nos discussions, ce n'est pas le discours qui va venir, qui peut être blessant. C'est vraiment le discours haineux suivant les paramètres de l'affaire Watcott sur lequel nous souhaitons intervenir. Donc, c'est un discours qui amène à la haine. Et la Cour suprême a déterminé que dans une société libre et démocratique, il y avait des limites à la liberté d'expression et un discours qui allait au-delà de ces limites-là, qui était haineux, ne pouvait être toléré dans une société libre et démocratique. Donc, c'est la décision de la Cour suprême qui nous a guidés et nous avions évidemment la préoccupation, puis je veux vous rassurer, ce n'était pas d'une portée atteinte à l'expression de la dissidence. Pas du tout.
Et je pense que vous le dites parce que vous-même dans votre site web, dans les propos, vous vous exprimez librement, puis pour vous, évidemment, c'est cher et vous souhaitez pouvoir continuer de vous exprimer. Mais donc, c'est ce qui nous a guidés et également, puis vous le voyez parce qu'au-delà des dispositions qui portent sur le discours haineux, il y a aussi à l'intérieur du projet de loi toute une panoplie de dispositions pour encadrer les personnes un petit peu plus vulnérables. On veut venir sévir contre les mariages forcés. On veut permettre à la Direction de la protection de la jeunesse d'intervenir lorsqu'il y a un contexte de contrôle excessif auprès des enfants, lorsqu'il y a, par exemple, lorsqu'on tente d'invoquer l'honneur pour expliquer une violence, pour expliquer un rejet affectif. Alors, on veut permettre, on nomme ces éléments-là, et le projet de loi prévoit des amendements à la loi de la protection de la jeunesse, justement pour permettre de nommer et pour permettre de sensibiliser les intervenants, pour leur donner des moyens d'intervenir. On vient également mettre en place des mesures civiles de protection pour permettre, notamment des cas de violence conjugale, permettre de protéger les couples, permettre de protéger les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les aînés. Donc, ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui vise à protéger notre société et à protéger contre un discours qui va au-delà de ce qui est tolérable dans une société libre et démocratique. Puis, je veux vous rassurer, parce que vous semblez prêter des intentions au gouvernement, vous prêtez des intentions un petit peu à Maître Frémont, mais je ne parlerai pas pour Maître Frémont, je vais parler pour moi. Parce que c'est quand même moi qui porte ce dossier-là, ce projet de loi 59-là, et c'est un projet de loi qui a été élaboré à l'aide des juristes du ministère de la Justice, à l'aide de nos équipes, et qui vise à protéger les citoyens et les citoyennes du Québec, qui s'inscrit aussi dans un grand plan gouvernemental de lutte contre la radicalisation. Donc, j'espère que on vous rassure parce que l'objectif, c'est vraiment la protection des personnes vulnérables et de ceux et celles. Et vous dites, bon, c'est pour protéger un groupe particulièrement. C'est pour protéger l'ensemble des personnes qui peuvent faire l'objet de discrimination en vertu de ce qui est prévu à l'article 10 de la Charte. Alors, on parle aussi des personnes handicapées. On parle des personnes de la communauté LGBT, on parle des femmes, on parle de la discrimination fondée sur le sexe, on parle de la discrimination fondée sur l'origine ethnique. Donc, ce sont l'ensemble de ces caractéristiques-là qui sont protégées par les dispositions. Et lorsque je vous dis que je porte ce projet-là, je le porte parce que j'y crois et ça me blesse un petit peu de voir que votre perception n'était pas tout à fait celle-là, puis j'ose espérer que nos échanges vont nous permettre... Je peux comprendre, vous pouvez dire, moi, je suis pas à l'aise avec un projet de loi, ça, c'est tout à fait louable, c'est normal, et puis on peut pas tous être d'accord, ça serait plate, notre société serait vraiment plate si tout le monde s'entendait surtout, parce que justement, l'opinion contraire enrichit le débat public. Mais par contre, il y a une réelle volonté de bien intervenir, de mieux soutenir les personnes vulnérables et de ne pas tolérer l'intolérable, tout simplement. Et j'ose espérer que je vous convainc un petit peu. Monsieur Lebuy. Merci, Madame la ministre. Le chemin de l'enfer est souvent pavé par des bonnes intentions. Et je vais vous donner un exemple. J'ai testé la Commission des droits de la personne du Canada en 2008. Et le but que j'avais, c'était pour être capable de démontrer si oui ou non la Commission des droits de la personne serait objective et s'ils étaient capables de prendre des positions arbitraires. Excusez-moi, c'était de l'anglais, mais la cause que j'ai testée devant la Commission des droits de la personne, c'était un imam qui a récemment fait les manchettes, qui s'appelle l'imam Al-Haïti,
parce que ce serait lui qui aurait probablement contribué à radiquer le français Hochard, qui a fait partie d'un rituel pour décapiter des têtes en série. M. Haliti qui prêche toujours ici à Montréal. Quand j'ai fait le test case de M. Haliti, c'est parce que son livre était diffusé sur Internet. Tous les groupes identifiables faisaient partie. Il était identifié dans son livre. Les Juifs étaient là-dedans, les homosexuels, les femmes. On pourrait même rajouter les Canadiens français. Tous les groupes identifiés ont fait partie des groupes qui étaient visés par son livre. On parle de tuer les homosexuels avec des descriptions extrêmement précises. Ce n'était pas le Coran, c'était son propre livre. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la commission a décidé de rejeter la plainte et il y a eu plusieurs téléphones pour leur démontrer, par exemple, il y avait un chapitre qui était presque identique à ce qu'un groupe du Ku Klux Klan avait écrit. Par exemple, entre autres, sur comment on pouvait salir la vie des jeunes musulmans si des koufars ou des non-musulmans ou des gens qui suivent pas la doctrine comme il faut peuvent influencer leurs jeunes à l'école. Pourquoi je vous donne tout ça? C'est parce que les commissions des droits de la personne, partout au Canada, il y a eu plein de débats sur le rôle des commissions des droits de la personne, entre autres avec l'article 13, et des abus ont été faits. Il y a quelqu'un qui était amené en cours pour avoir cité un imam en Norvège, et le fait de l'avoir cité a fait en sorte que ça a été pertinent. Une des commissions des droits de la personne a amené ça en cours pour être capable de qualifier ça comme étant inapproprié et haineux. Donc, il a fallu qu'il se défende en cours, des millions de dollars pour aller se défendre en cours, pour avoir cité quelqu'un d'autre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je comprends bien que vous voulez me rassurer, mais le président de la Commission des droits de la personne, il y a une vidéo, 2 entrevues, il a dit clairement ce qu'il comptait faire avec son mandat avec la Commission des droits de la personne. C'est pas moi, j'ai cité M. Frémont. C'est très, très préoccupant ce que M. Frémont a déclaré sur les ondes de Radio-Canada dans une conférence, pas il y a 10 ans, il y a quelques semaines, au mois de mai. Il a tout à fait l'intention de sévir dans une jurisprudence qui est complètement établie contre des sites Web. Des sites Web, c'est censé être une jurisprudence canadienne, fédérale. Il est considéré comme étant un constitutionnaliste renommé au Canada. Il a toutes les chances de pouvoir probablement trouver des failles dans le système pour être capable de créer de la jurisprudence là aussi. Mais c'est extrêmement préoccupant ce que le président de la Commission des droits de la personne de la CDPDJ a déclaré. Et dans les clés USB que je vous ai données, vous avez accès à la pleine conférence de son discours. J'ai fait entendre ça à des avocats renommés du Canada. Et je peux vous dire une affaire. La mâchoire a tombé. On a eu de la misère à croire qu'une personne en autorité avec une expertise aussi avancée aurait pu prendre des positions aussi troublantes. Et la loi, il y en a déjà des lois qui sont en place. La loi peut se suivre. Pourquoi qu'on va laisser à un fonctionnaire décider c'est quoi qui va définir, c'est quoi qui va définir un crime haineux? Dans les années 60, les homosexuels, le progrès qu'ils ont eu, ça a beaucoup plus été grâce à la liberté d'expression que de tenter de sévir contre ceux qui parlaient contre les homosexuels. La vraie limite dans une démocratie libérale à la liberté d'expression, c'est l'incitation à la violence. Et des discours qui incitent à la violence, on en a. On en a vu, on en a plusieurs. Et souvent, on ne sévit pas dessus. Il y a eu un cas récemment qui était exposé par M. Gendron suite aux 2 attentats terroristes qu'on a vécus en octobre 2014. Il y avait un jeune, très jeune, probablement innocent, qui réalisait pas ce qu'il disait, qui a carrément invité les gens à aller tuer des jeunes dans des mosquées. La Cour, les tribunaux ont sévi, il a invité les gens, il n'a pas fait un discours haineux, il a dit « Prenez les armes, rentrez, allez tuer des gens dans ces lieux-là ». La Cour a agi et on sévi. Il y a d'autres discours qui sont arrivés. Des jeunes sur Twitter, quand il y a eu une manifestation anti-Israël à l'Université McGill, quelqu'un a dit « Moi, je souhaiterais mettre une bombe là-dedans, si je pouvais ». La police n'a rien fait, personne n'a rien fait. Ministre?
Pour revenir un petit peu, je pense qu'il est important de comprendre que les dispositions qui visent le discours haineux sont encadrées. La commission est saisie d'une plainte par une victime, par un plaignant, mais ultimement, si la commission considère que la plainte est fondée, elle la soumet au tribunal des droits de la personne. Donc, ce n'est pas la commission qui détermine, qui va ultimement se pencher sur la question, mais bien le tribunal des droits de la personne. Et notre système, notre indépendance judiciaire, c'est quand même la base de notre société démocratique. Et la commission a aussi à se pencher sur la liberté d'expression, donc à jouer ce chien de garde-là. Vous avez fait état tout à l'heure de propos à l'égard de groupes. Mais c'est ce qu'on souhaite inclure, c'est de prévoir la protection de ces groupes-là aussi. Donc, les groupes qui peuvent faire l'objet d'une discrimination en fonction de l'article des critères de l'énumération privée à l'article 10 de la Charte seraient visés. Donc, actuellement, au moment où on se parle, ces groupes-là n'ont pas de protection. Et ce que l'on prévoit, et donc ça peut peut-être expliquer, je ne voudrais pas entrer dans le détail de vos dossiers, des dossiers qui sont pendant devant la commission ou qui ont pu être retenus ou rejetés, mais le projet de loi prévoit d'inclure la protection de ces groupes-là contre le discours haineux. Et donc, c'est un pas de plus et, comme je vous le mentionnais, ultimement, la décision, elle est prise par le tribunal de la personne qui est composé de juges de la Cour du Québec. Madame la ministre, la Commission des droits de la personne du Canada et aussi la Commission des droits de la personne, on ne sait même pas c'est qui sont les juges. Moi, là, je ne savais même pas c'était qui était le juge qui a traité ma cause. C'était même pas transparent. C'est complètement à l'encontre même de toute la tradition du Magna Carta, en fait, parce que quand on se retrouvait devant le roi, on avait le droit de savoir c'était qui nous accusait. Alors, on ne sait même pas c'est qui a traité la juge, et ils peuvent détruire des vies, et souvent, quand ces plaintes-là arrivent à un autre niveau, ils sont challengés au niveau des vrais cours, des vrais tribunaux, ils perdent. Je vais vous donner un exemple. La Commission des droits de la personne du Québec vient de perdre dans le cas de Latif contre Bombardier. C'est vrai qu'il y a eu un tribunal, le Tribunal des droits de la personne, qui est comme en symbiologie avec la Commission des droits de la personne, a gagné, c'est un fait. Mais après ça, quand ils sont allés à la Cour supérieure du Québec, ils ont perdu. Après ça, ils sont allés à la Cour suprême, ils ont aussi perdu. Et M. Frémont, dans son discours, soit dit en passant, a présenté ça pareil comme s'ils avaient gagné. Et ils ont accéléré ce dossier-là pour être capable de démontrer qu'il y avait de la jurisprudence à faire. Non seulement ça, il y a même un cas dans le cas des tribunaux de la Cour supérieure. Ils ont même mentionné que le dossier qui avait été proposé justement par la Commission était, excusez-moi le terme anglais, était botché. Il était mal fait, il y avait des données scientifiques, c'était mal présenté. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que ce que M. Frémont a clairement indiqué dans sa présentation, c'est qu'il veut forcer, il veut tester jusqu'où peuvent aller les tribunaux. Il veut créer la loi. Le rôle, si M. Frémont ou ceux qui font partie de la Commission des droits de la personne pensent que la Commission des droits de la personne, c'est une institution qui serve à militer, bien, qui quitte la Commission des droits de la personne, qui parte un blog ou un parti politique ou qui se joigne à un parti politique et qui essaye d'influencer et faire comme vous faites présentement, de présenter des lois et de les tester dans un débat. C'est absolument pas ça que M. Frémont. M. Frémont n'est pas en train de dire ce que vous êtes en train de présenter. Madame la ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, on est ici pour échanger sur les dispositions du projet de loi 59 que j'ai présenté à l'Assemblée nationale en juin dernier. Alors, c'est sur ces dispositions-là que nous échangeons. C'est sur l'ensemble du projet de loi, sur la portée du projet de loi.
je vous ai pas entendu sur les dispositions qui visent à protéger les personnes, qui sont des dispositions tout aussi importantes que les dispositions qui portent sur le discours haineux, puis qui s'inscrivent dans, comme je vous le disais, dans un grand plan d'action gouvernemental. Je pense que c'est important. Je peux comprendre que vous ayez des différents points de vue, que vous ne partagiez pas le point de vue du président de la Commission des droits de la personne. C'est votre droit. C'est votre droit de ne pas être en accord avec les propos qu'il peut tenir. Mais la Commission des droits de la personne jouit d'une excellente réputation, et au-delà de son président, il y a aussi tout un conseil, tout un groupe de juristes, d'individus qui sont de grande renommée et qui sont reconnus par leurs pairs pour leur expertise en la matière. Pour ce qui est du Tribunal des droits de la personne, je veux simplement réitérer qu'il est composé de juges de la Cour du Québec, de notre institution ici, juridique, de notre système de justice, qui jouissent d'une indépendance totale et ce n'est pas une cour obscure, c'est notre Cour du Québec. Alors, à l'intérieur de la Cour du Québec, certains juges sont désignés. Nous avons une présidente du tribunal qui est Madame la juge Anne-Marie Jones et qui a une équipe composée de juges désignés par la juge en chef de la Cour du Québec. Alors, il s'agit d'institutions sérieuses, d'institutions de notre État québécois et qui méritent, à mon humble avis, le respect. Je n'ai pas d'autres commentaires, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Nous allons maintenant passer à la période d'échange avec l'opposition officielle. Madame la députée de Taschereau, à vous la parole pour une période de 15 minutes. 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lebuis, enchanté de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous recevoir ici à la commission parlementaire, comme tous les autres groupes qui sont venus. Vous savez, Monsieur Lebuis, j'aime votre mémoire pour une chose. Il clarifie ce qu'on essaie de clarifier depuis un bout. Ce que le Québec attend du gouvernement, la principale question qu'on a eue depuis des mois, c'est comment contrer le phénomène de radicalisation des jeunes, entre autres via l'intégrisme religieux. C'est ça la question qu'on se pose, puis auquel les Québécois veulent des réponses. Or, moi j'aime votre mémoire parce qu'il nous ramène à M. Frémont, président de la CDPDJ. La ministre a commencé ce matin en disant « J'ai présenté ce projet de loi, je cherche les mots, c'est pas encore là, à la demande de la CDPDJ. » Proposition de la CDPDJ. Donc, l'intention gouvernementale qu'on cherche depuis le début, la ministre, elle l'a clarifié ce matin, elle a dit « Je pars de la CDPDJ, c'est ce qu'ils m'ont demandé. » Or, si l'intention de la CDPDJ semble claire, et je vais avoir des citations de M. Frémont moi aussi, est-ce que la ministre est d'accord avec l'intention du président de la CDPDJ? Parce que c'est ça l'idée. Si l'intention de M. Frémont est claire, puis je vais l'exprimer, vous l'avez exprimé vous aussi, est-ce que la ministre est d'accord avec l'intention du président de la CDPDJ? Il va falloir clarifier ça. Parce que là, voici son intention. Radio-Canada, 19 janvier 2015. Je vais donc aller en appui à votre mémoire. Titre. Le président de la Commission des droits de la personne a confirmé à Radio-Canada qu'il désire s'en prendre à ceux qui critiquent des idées, à ceux qui critiquent la religion islamique en particulier. Que ce soit n'importe quelle autre religion, là, je m'en foutrais, là, c'est ça. Interview, je vais citer les propos de l'intervieweur Jacques Beauchamp. Pour qu'on comprenne mieux, encore mieux, donnez-moi un exemple des modifications que vous souhaitez voir apportées avec l'effet que ça aurait. Quelle différence ça ferait en me donnant un ou deux exemples? Jacques Frémont, réponse. Par exemple, je ne sais pas, sur un site Internet ou sur une page Facebook, tiens, la vôtre peut-être, comme on a vu, je dis tiens, la vôtre peut-être n'est pas une citation, comme on a vu, comme on en voit régulièrement, il y aurait des gens qui écriraient contre, je ne sais pas, la religion islamique et contre les musulmans en disant des propos, puis on a vu certains, j'ose même pas les répéter tellement c'est outrageant. Alors à ce moment-là, il y aurait moyen que n'importe qui, membre du public, saisisse et fasse une plainte à la commission. Voilà.
À ce moment-là, si jamais la plainte est retenue, si ça correspond à tous les processus, ce groupe pourrait être condamné, traîné devant les tribunaux des droits de la personne et condamné pour les propos qui ont été tenus. L'intention est claire. C'est ça qu'il veut, M. Frémont. C'était pas ça l'intention du Québec. C'était comment est-ce qu'on peut contrer la radicalisation vis-à-vis de l'intégrisme religieux. Puis là, on a quelqu'un qui nous dit, non, moi, ce que je veux, c'est contre les propos islamophobes, il faut que ça arrête, et je veux faire fermer les sites Internet. Bon, enfin, on aura la chance de l'entendre et de l'expliquer, qu'il s'explique. Mais il va falloir que la ministre nous explique si elle est d'accord, qu'elle nous dise à un moment donné si elle est d'accord avec les propos de M. Frémont. Peut-être qu'on aura la chance, en entendant M. Frémont, là, qu'elle clarifie l'intention du projet de loi. Parce que moi, je crois qu'on a une intention, tous, de se prévenir parfois contre les propos haineux, mais contrairement à ce qu'a dit la ministre, l'article 319 et les suivants du Code criminel ont quand même accordé une certaine protection. C'est dans un tribunal criminel, pas dans un tribunal civil, mais effectivement, ce sont les mêmes. Je vous me permettez d'avoir quelques commentaires, M. Lebuy, mais effectivement, ce sont des juges de la Cour du Québec, mais ce n'est pas un processus judiciaire criminel avec obligation d'éliminer tout doute raisonnable. On est dans un autre processus, un processus civil. Donc, les mêmes juges peut-être, mais pas le même procédé, pas le même processus, pas le même fardeau de la preuve. Donc, on ne peut pas dire c'est du pareil au même, c'est les mêmes juges. Tu mets les mêmes personnes, mais tu mets d'un autre processus. C'est pour ça qu'on a des questions à poser. Ah, M. Lebuy, est-ce que vous avez déjà eu des menaces de poursuite, point de bascule, ou pensez-vous que vous pourriez être visé par ce type de loi? Monsieur Lebuy. Quand on a commencé point de bascule, on savait dans quoi qu'on s'embarquait. Alors, évidemment, on a pris des mesures en conséquence, mais je vais vous répondre à travers la plume de Yves Boisvert, qui était journaliste à peu près en 2007, un an après les incidents des caricatures de Mahomet. Il avait écrit, puis là je vais paraphraser, donc les termes restent à être plus précises, mais ma paraphrase devrait être assez bonne. Il avait écrit que plusieurs journalistes s'étaient rencontrés afin de décider si oui ou non ils étaient pour publier les caricatures de Mahomet. Et il a avoué qu'ils avaient honte. Ils avaient honte parce qu'ils avaient le droit d'y publier. Ils avaient honte parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'un fou de Dieu, il n'a pas utilisé l'autre terme, mais il a utilisé qu'il avait honte qu'un fou de Dieu vienne les tuer. Alors, on n'a pas eu besoin des commissions des droits de la personne. Hein? On avait juste l'élément de peur, un petit acte de terrorisme, toute l'infrastructure médiatique maintenant a des réserves sur quoi faire. Maintenant, quand on arrive avec la dynamique, parce qu'on ne parle pas d'individus qui peuvent être offensés puis qui peuvent se plaindre et porter des pancartes dans une rue, comme quand il y a eu des films, par exemple, sur le christianisme. Là, on parle de gens qui font exactement ce qui est arrivé avec Charlie Hebdo. On parle de gens qui tuent des soldats qui s'en vont magasiner dans un centre d'achat. On parle de gens qui rentrent dans des parlements pour tuer du monde. Là, tout le monde commence à avoir une petite réserve parce que, qui est comme M. Couillard, dans son discours de présentation de la loi, a dit, qui était un renversement d'une position précédente qu'il a prise, et là, je le paraphrase encore, mais il a dit que ceux qui critiquent en quelque sorte, ou ceux qui donnent de la critique à ceux qui se radicalisent, ça justifie les actions de ces gens-là qui sont radicalisés, ça justifie, pour eux, ça devient la justification pour les actions qu'ils vont prendre. Donc, moi, on m'a dit de ne pas dire cet exemple-là, mais il n'y a aucune différence en principe en dire une telle affirmation, puis de dire qu'une jeune femme qui a été violentée dans une rue, dans la rue parce qu'elle portait une jupe trop courte, c'est la faute de la femme. Le principe est le même. On essaie d'exposer, par exemple, le problème de la radicalisation islamique parce qu'on essaie de l'exposer. C'est la personne qui l'expose qui émet des propos haineux. On a un article qui vient d'être publié cette semaine dans le New York Times. On parle de l'esclavagisme par l'État islamique des femmes yazidis. Je vous invite à le lire, c'est extrêmement touchant, émouvant, ça brise le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la journaliste, il y a toute une série de Twitter de gens qui ont dit que c'était islamophobe, l'article du New York Times. On ne peut même plus écrire pour décrire comment les gens qui font les actes qu'ils font,
Les mots qu'ils utilisent eux-mêmes. On a remplacé le mot État islamique par Daesh parce que la première réaction que certains représentants, par exemple, de groupes islamiques au Québec ont eue, c'est pas de condamner nécessairement les actions, c'est de dire on condamne les actions, mais il faut faire attention à comment on va décrire les actions parce que c'est pas l'islam. Le rôle de point de bascule, par exemple, c'est pas de définir c'est quoi l'islam ou ce n'est pas l'islam. Nous, par contre, ce qu'on constate, c'est quand il y a un représentant de 70 mosquées qui déclare que la charia déclare qu'on a le droit de tuer Salman Rushdie. Quand il représente 70 mosquées puis qu'il était pour venir au Parlement et pour dire qu'il va suivre les références de Youssef Qaradawi qui endosse les mutilations génitales, qui endosse de tuer les homosexuels, de les décapiter, qui envoie des fatwas, ces livres-là sont décrits en français, et qu'il y a 70 mosquées qui sont influencées par des gens qui croient à ces idéologues-là. Vous ne pensez pas que c'est un vrai problème qu'on a? On se demande comment ça se fait que les gens viennent à la violence. Radio-Canada, en septembre 2014, a déclaré 3 séries de chiffres de jeunes, et seulement qu'en série, qui avaient quitté le Canada pour se joindre ou endosser l'État islamique. 500. Et à 500, l'animateur de Radio-Canada de la CBC avait même déclaré, si le Canada a radicalisé 500 personnes qui se joignent vers l'État islamique, et souvenez-vous qu'ils doivent prendre l'avion en plus, si c'est 500, le Canada tout seul a un nombre disproportionné de jeunes par rapport à tous les autres pays occidentaux qui se joignent à un groupe terroriste. Madame la députée de Tachereau. Je comprends bien. Ou bien, est-ce que, à votre avis, c'est un projet de loi qui est aménageable pour essayer qu'il cible les bonnes personnes, ou si c'est un projet de loi qui est posé sur les mauvaises bases, donc il faudrait refaire? Ce projet de loi. La censure, ça n'a pas sa place dans une société libérale, dans le sens qu'il y en a des limites. Ils ont toujours été là, ça fait des années que ça dure. Les Lumières les ont même définies. Les limites, c'est la coercition et l'usage de la violence pour forcer chez d'autres individus notre propre façon de penser. Les gens doivent avoir un peu de colonne vertébrale, ils peuvent se descendre. Quand Don Cherry faisait des commentaires sur les Canadiens français parce qu'ils portaient pas parce qu'ils portaient des casques de hockey, bon, OK, il faut avoir un peu d'étoffe, on l'endure, on chiale, ça fait les médias, puis on réplique. Mais c'était des propos qui étaient haineux. Et puis, est-ce que ça mène à la violence? Ça, c'est une autre question. Mener à la violence, c'est l'incitation, l'usage des armes. Il y a plein de cas. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un Coran qui a été distribué partout à travers le Canada. Et pourquoi je parle du Coran? C'est pas pour parler du Coran. C'est un Coran qui est distribué par l'Arabie saoudite, imprimé dans les presses du King Fahd Print Institute, distribué gratuitement. Cette version-là, je l'ai pris dans une université de Montréal. Et c'est l'annotation qui est importante. Et j'ai la traduction ici, mais c'est l'annotation qui est importante. Donc, le gouvernement de l'Arabie saoudite, ils disent, non seulement vous devez lire le Coran, mais voici comment vous devez comprendre le djihad. Alors là, ils disent, avant, j'ai pas la bonne interprétation, excusez-moi, je lis ici. Le djihad, le saint combat pour la cause d'Allah, avec des effectifs complets et de l'armement, jouit d'un statut de la plus haute importance dans l'islam. Ça, c'est pas dans le Coran. C'est les commentateurs de l'Arabie saoudite qui rajoutent ça. Il en constitue un des piliers. C'est par le djihad que l'islam est établi, que la parole d'Allah est amenée à dominer et que sa religion est propagée. En fait, on parle, il rajoute, il y a des parenthèses qui disent le djihad avec des armes, avec la pleine capacité de combat, et c'est obligatoire de faire le djihad. Ce livre-là est distribué dans la majorité des mosquées au Canada et au Québec. Et il y a d'autres livres, si on s'en va, il y a plein de livres. Et moi, quand j'ai testé la Commission des droits de la personne canadienne en 2008, on a émis nos intentions, un peu comme M. Frémont. On a dit l'objectif de faire la plainte, c'était pour tester la Commission des droits de la personne, pour savoir si oui ou non ils étaient pour être objectifs et impartials. Et là, on a sorti les extraits du livre de l'imam El-Haïti. Je tiens à vous souligner que l'imam El-Haïti, M. Achar, qui a fait les manchettes, le français
dans un discours ou dans un rituel juste avant des décapitations en série, a publié les écrits de M. Al-Haïti, un imam de Montréal. C'est Fabrice de Pierrebourg qui a rapporté la nouvelle dans le journal La Presse, que c'est à partir du moment qu'il a diffusé les écrits et les enseignements de l'imam Al-Haïti que M. Hochar s'est radicalisé. Et M. Al-Haïti a appelé à des incitations de violence. Ce n'est pas de la haine. Tuer les homosexuels avec des descriptions précises. Personne n'a rien fait. On a dit qu'au nom de la religion, on a le droit de dire ce qu'on veut. Sauf que dans le Canada anglais, il y a eu des gens de la religion chrétienne qui ont été muselés pour avoir dit des propos désobligeants, pas du tout de l'incitation. Puis on a amené des gens en cours pour avoir cité des imams qui viennent de Norvège, qui disaient de détruire l'Occident avec la force et l'usage de la violence. De Taschereau, il vous reste 1 minute 15 secondes. Alors, ça va être bref. Je pense que ce qu'on va attendre du président, suite à vos propos et aux commentaires qu'on a faits, je pense qu'on va attendre de la part du président de la CDPDJ et de la ministre, c'est si, comme il l'a dit lui-même, il veut interdire la critique d'une religion. Une religion, c'est une idée. Ou si on vise les personnes, protéger les personnes. Alors, c'est très différent, parce que critiquer une religion, c'est critiquer les idées. C'est bien écrit dans l'arrêt Watcott, d'ailleurs. Tandis que quand un discours de haine doit viser un groupe de personnes. Alors, on va essayer vraiment de... Mais le problème n'est pas peut-être... La ministre dit, oui, mais dans la loi, oui, mais il y a l'intention. Alors, on va attendre l'échange que va sûrement avoir la ministre avec le président de la CDPDJ. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période d'échange avec le deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, à vous la parole pour une période de 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Lebuy. Merci d'être ici. C'est extrêmement intéressant à vous entendre. C'est un autre son de cloche. Je vous écoute, puis ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est attention au projet de loi 59, parce que nous qui tentons d'être des sonneurs d'alarme ou d'éveiller certaines consciences à des réalités avec lesquelles la majorité de la population n'est pas familière, c'est nous qui pourrions se retrouver à être muselés. C'est un peu ça que vous nous dites. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut absolument... excusez, Madame la députée. Ce qu'il faut dire, moi, je crois à la liberté d'expression. Je crois fortement à la liberté d'expression. Et soit dit en passant, j'ai été l'objet d'attaques, mais tant que les attaques sont sur papier, je suis capable de me défendre ou de les laisser aller. Moi, ma réputation a été ternie par des groupes. Je me suis fait traiter d'islamophobe. Pourtant, je travaille avec des musulmans pratiquants, soit dit en passant. J'ai organisé au moins 4 conférences. J'ai été la première organisation, et c'est une des premières initiatives qu'on a fait, c'est de donner la parole à des musulmans qui craignent la charia et qui craignent le problème de la légitimité qui ont été donnée à des groupes islamistes par des gouvernements, par la police et par des groupes gouvernementaux. Il y a même des gens, par exemple, de la GRC qui ont déjà avoué qu'ils ne veulent même pas faire la distinction entre des groupes qui radicalisent et ceux qui embrassent, ou si vous voulez, c'est un terme anglais, mais ceux qui adhèrent à nos valeurs fondamentales et aux principes de notre société. Oui, alors je vous ai mal compris parce que je croyais comprendre que vous inquiétiez du fait que cette loi pourrait faire en sorte qu'on ne pourrait plus entendre la voix de ceux qui critiquent, par exemple, l'islam. Alors, si. C'est sûr, excusez-moi, mais c'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Je veux dire, M. Frémont l'a dit à 2 émissions de radio. Il ciblait spécifiquement ces gens-là. Et n'oubliez pas, c'est très important, le seul bloc de pays, parce qu'il s'est dit qu'il s'était inspiré de l'ONU, donc non pas des lois canadiennes, ni des lois des pays démocratiques, mais les seuls groupes, et ça c'est le National Post qui vient de le publier, le seul groupe qui fait des pressions systématiques pour censurer la critique des religions, c'est l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique aux Nations unies. Combien de pays qui sont membres de l'Organisation de la Conférence islamique respectent au minimum, d'une façon raisonnable, les droits de l'homme? Madame de Montarville.
Madame la députée de Montarville? Je n'ai pas la réponse, mais vous nous écrivez qu'il y a près de 70 pays qui sont dans cette conférence. Alors, un bloc de pays à l'ONU, et souvent, ils font tellement de pression qu'ils arrivent que souvent, il y a presque seulement le Canada, les États-Unis et l'Europe qui a défendu la liberté d'expression. Je comprends que nous aurons de toute façon le président de la Commission des droits de la personne qui va venir. Vous émettez certaines réserves. La question que je vous pose est, si il y a le cas de M. Frémont dont vous faites mention, puis si un cas hypothétique, allons-y de façon hypothétique, parce que nous respectons les institutions ici, et dans l'éventualité où ce n'est plus M. Frémont qui est à la tête de la Commission des droits de la personne, il y a quand même 13 commissaires qui sont là, nommés par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on retrouve dans le projet de loi, est-ce que son application, du fait que M. Frémont ne serait plus là, l'application du projet de loi qui est là, est-ce que ça vous inquiéterait tout autant, ou est-ce que vous pensez que l'objectif ne serait peut-être pas nécessairement le même, puisque vous nous arrivez avec des citations où monsieur dit « je vais faire ci, je vais faire ça ». Les citations de M. Frémont, c'est pas moi qui les ai... Excusez, Madame la députée. Oui, je resterais inquiet. Premièrement, c'est pas des vrais tribunaux. Même dans le Canada anglais, on reconnaît, on n'appelle même pas ça des juges des tribunaux des droits de la personne. En Saskatchewan, on l'a retiré parce que ça tenait pas debout, il n'y avait pas besoin. Les tribunaux étaient capables de faire amplement le travail. Souvent, les causes, lorsqu'elles sont amenées, puis les gens, là, quand ils se font attaquer ou accusés par les tribunaux des commissions des droits de la personne, très souvent, ne veulent même pas se défendre parce qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Oubliez pas, la personne défendresse assume complètement les coûts. La personne qui va faire la plainte n'a aucun coût à assumer. C'est absolument injuste. Et ça, c'est une partie. Et souvent, quand les gens se défendent, ils gagnent contre les jugements qui ont été faits contre les commissions des droits de la personne. Deuxième affaire, c'est ce qu'on est en train de constater. Moi, ce que M. Frémont représente, d'une certaine façon, de par les propos qu'il a dit, c'est toutes les préoccupations passées que les gens ont exprimées à propos des commissions des droits de la personne. M. Frémont, dans tous les propos qu'il a dit, je vous invite, je vous l'ai donné, vous avez accès à la vidéo de sa conférence, toutes les inquiétudes dans le reste du Canada, des gens qui étaient inquiets à propos des positions arbitraires et surtout que les commissions des droits de la personne pouvaient avoir, elles sont incarnées par les propos qui ont été exprimés par M. Frémont. Si M. Frémont n'est plus en tête, probablement il va y avoir un autre président. Qu'est-ce que ce président-là, comment il va interpréter la loi? M. Frémont, en plus, semble faire partie d'une école de pensée que les lois sont fluides, sont progressives, c'est-à-dire que quand la société va changer, des lois peuvent être modifiées. C'est pas comme ça que ça fonctionne au Canada. Il y a des lois strictes, il y en a. Il l'a même exprimé quand il était au Maroc dans une consultation que des lois, c'est relativiste. Il y a certaines relativités dans certains types de lois. Au Maroc, juste récemment, soit dit en passant, c'est pas exactement un modèle à suivre. Ils viennent de s'en aller dans leur parlement pour qu'on criminalise les gens qui vont quitter l'islam, qui vont s'apostasier de l'islam, puis les criminaliser avec des peines sévères. Tarville, je vous mets au courant qu'il vous reste 3 minutes 25 secondes. Merci. Alors, dans l'hypothèse où le projet de loi 52, il y aurait des modifications d'apporter et ne relèverait pas du tribunal des droits de la personne, mais relèverait d'un tribunal de droit commun. Vous dites, on a déjà nos tribunaux, Cour du Québec, par exemple, parce que c'est pas une juridiction exclusive de la Cour supérieure, mais Cour du Québec, par exemple. Est-ce que vous auriez plus confiance dans l'application de la loi? Moi, je ne crois pas que la Commission devrait avoir le mandat de faire la police de la parole, de gérer ce qu'on pense ou de venir définir d'une façon aléatoire qu'est-ce qui va définir un discours haineux ou non, ou qu'est-ce qui va déterminer ce qu'on peut dire ou non. Je vais vous dire, je vais vous partager ce qu'un des avocats avec qui j'ai parlé m'a dit. Sa réaction, c'était ce que M. Frémont a dit, c'est soviétique. Comme le temps qui m'est imparti est relativement court, j'ai une autre question. Alors, comment est-ce qu'on fait? Nous sommes des législateurs ici, vous avez le gouvernement, les oppositions qui tentent de bonifier, puis tentent de faire en sorte que, justement, ce à quoi
Point de bascule s'oppose, le fameux discours, l'endoctrinement, le risque de la charia. Comment faire? Comment fait-on de façon législative mais laissons-les parler. Pour empêcher ça? Excusez-moi, Madame la députée, laissons-les parler. Quand, par exemple, moi, je suis allé, quand il y a eu... Là, c'est une organisation qui est devenue une organisation terroriste. Là. Maintenant, elle est listée, IRFAN Canada. Je suis allé à une de leurs levées de fonds en 2009. Il y avait 600, 700 personnes dans la salle. Mais c'est ça que je voulais voir. Je ne voulais pas empêcher ces gens-là de parler. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi les impacts, où ça mène, il y a combien de personnes qui suivent ce discours-là. S'il y en a qui veulent dire que c'est pas l'islam ce qu'ils disent, je suis bien prête à le croire. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. Combien sont-ils? Quelle est leur capacité de mobiliser? À quel point c'est répandu? Et quel est l'impact? Et quelles sont les conséquences de notre société? Laissons-les parler. Laissons-les parler. On va savoir combien il y a de personnes qui les suivent. Quelles sont les références des idéologues auxquels ils se réfèrent? Quel genre d'enseignement qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils disent dans une langue? Qu'est-ce qu'ils disent dans une autre langue? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui n'ont pas, par exemple, votre capacité d'analyse et qui se font embarquer et qui vont passer aux actes? Excusez-moi, mais on a des universités, parce que là, vous me posez une question puis je vais être capable de répondre. On a des universités qui sont financées par le Qatar, qui sont financées par l'Arabie saoudite, reconnues par toutes les agences de renseignement du monde comme étant des financiers du terrorisme international. Et là, c'est des départements d'études islamiques qui sont financés au complet maintenant des départements juridiques et maintenant la médecine et tout ça, mais de plus en plus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les islamistes, ceux qui propagent des idées violentes et non violentes qui mènent, ce qu'on appelle l'ambiance, qui mène vers la radicalisation, ne sont pas challengés dans la société civique, ne sont pas challengés dans nos universités, et même la police fait des programmes de rapprochement communautaire avec des groupes qui créent aussi l'ambiance. Je vous remercie de votre participation. La commission ajourne ses travaux au mercredi 19 août à 10h30 afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 59. Merci à tous et bonne veillée.